En 2018, j'ai décidé de repartir une fois encore sur les chemins de Compostelle. Pour des raisons de commodité, j'ai choisi de me rendre en avion jusque Madrid. La Via de la Plata commence à Séville. Il me faut donc rejoindre la capitale de l'Andalousie par le train. En partant de cette ville, j'allais devoir traverser l'Espagne du sud vers le nord sur près de 700 km. L'itinéraire établi me dirigeait sur des chemins normalement peu fréquentés. Et ce serait sans doute une démarche solitaire. J'allais pouvoir être attentif à l'écoute de la nature et respirer à plein poumon l'ambiance particulière qui me fascinait tant dans un voyage de cette sorte. Un léger contretemps prolonge mon séjour à Madrid. Tous les trains du lendemain prévus pour Séville sont réservés à 100%. Je n'obtiendrai qu'une réservation que le surlendemain pour un départ à 20h30. J'arrive donc à Sevilla à 23h30. Certaines règles élémentaires m'interdisent de rester dans le hall de la gare jusqu'au matin. Je m'engage donc dans une visite nocturne de la ville. Mon périple commence ainsi dès ce moment. Après environ 2 heures de marche, je me retrouve en périphérie. Je longe un temps les jardins, puis aborde rapidement la campagne. À un endroit tranquille, je prends un peu de repos à la belle étoile. À 8h du matin, je repars en très bonne condition. Et bien vite, j'aborde le petit village de Guillena. Un bar a déjà ouvert ses portes. Et c'est avec grand plaisir que je peux prendre un petit déjeuner bien mérité. Après cet intermède bien agréable, je reprends mon cheminement. Je rencontre un pèlerin espagnol. Il a appris le français autrefois, mais les bancs de l'école ne sont à présent qu'un vestige d'un temps lointain. Toutefois, avec mon espagnol très approximatif, nous parvenons à établir un dialogue. Je vais poursuivre mon camino avec Jerónimo. Je me souviendrai de mon arrivée à Almadén de la Plata. En ce début d'après-midi, l'orage gronde. Et c'est sous une pluie battante que je me présente à l'auberge La Casa del Reloj. Mais la pluie sera de courte durée. Après mon installation, les nuages se dissipent déjà. Je côtoie la garrigue, composée de roches blanches où se développent le romarin, le thuya, le ciste et d'autres plantes innombrables. Cette végétation luxuriante aux couleurs criardes entrecoupées de chênes s'appelle la Dehesa. À Real de la Rara, je quitte l'Andalousie et pénètre en Extremadura. En sortant de cette bourgade au caractère bien peu notoire, je me prends en plein portrait un panneau indicateur qui trône au milieu d'un trottoir. Non loin de là, un groupe de scouts se marre de ma déveine. Lorsque je marche, je suis très alerte et c'est d'un pas ferme que je me dirige dans les chemins champêtres. C'est à l'auberge que je retrouverai le groupe de scouts. Ils sont donc arrivés avant moi. Nous entamons une conversation. C'est assez comique. Je suis le seul avec mon langage certainement très confus, mais néanmoins ils sont très intéressés par mon excursion. Au sommet d'une colline, c'est une route empierrée qui se prolonge en un long ruban brunâtre. Je remarque alors 2 pèlerins. L'homme un peu plus grand que sa compagne tire une charrette. Je ne tarde pas à les rejoindre. Il s'agit de 2 Français. Je les ai déjà rencontrés la veille. Nous partageons un court instant notre marche, mais leur allure est un peu trop lente pour moi. Je passe en avant. Bientôt, ils ne seront plus que 2 petits points perdus à l'horizon. Je me retrouve face à face avec un bec pointu qui gazouille allègrement au sommet d'un bosquet. Un peu plus loin, des joncs se balancent au gré du vent. À l'entrée de la ville de Zafra se présente une bien étrange illustration murale. Beaucoup de bâtiments en Espagne sont couverts de fresques décoratives. Certaines performances équivalent à de véritables œuvres d'art. Au centre-ville, on ne peut manquer l'Alcazar. La bourgade médiévale est une structure militaire du XVe siècle. Elle a servi de palais au duc de Feria. Actuellement, l'Alcazar abrite un parador. Los Paradores est une chaîne d'hôtellerie de luxe disséminée dans de nombreuses villes espagnoles. L'institution compte 85 établissements et 2 restaurants établis dans des immeubles de prestige. Je
Je quitte la ville par la Torre de San Francisco. C'est l'unique élément qui subsiste encore d'un ancien couvent. Ici, c'est une petite route en béton. Le sol irrégulier est un peu casse-pattes, surtout que c'est en descente. Je traverse le petit village de Los Santos de Memona. D'ailleurs, je le quitterai très vite. Les directions sont très bien indiquées. Je découvre de grandes étendues plantées d'oliviers. Les champs sont rustiques et souvent fleuris. Toutefois, ils semblent indomptés. Je remarque certains vestiges de construction. Ce devaient être autrefois de somptueuses demeures. À présent, elles tombent en désuétude. Cette municipalité espagnole est le centre du district et est souvent connue pour être la ville de la musique. Cette tradition remonte au passé, où les chansons étaient transmises oralement dans les ateliers de broderie artisanale. Ce sera au numéro 26 de la Calle Carmen que je trouverai refuge aujourd'hui. Je sors de la ville, la lune est encore apparente dans le ciel. Peu après, je reprends ma marche à travers les cultures. Des sarments de vigne se consument lentement sur le bord du chemin. C'est un tout petit village avec seulement une épicerie. Nous sommes samedi et le magasin ferme ses portes dès 14 h. Il va falloir se presser de faire quelques courses pour le week-end. Le dortoir est assez petit, un peu de désordre et c'est vite le foutoir. Je suis ici en très bonne compagnie. Je côtoie 2 Anglais, il y a aussi Ariana et à l'avant-plan est assis Robert. Nous nous retrouvons ainsi autour de la table depuis quelques jours. La plaine est envahie par la fumée d'une usine hautement polluante. Le soleil bas de ce début de matinée a du mal à percer cette nuée épaisse et sombre. Au loin se profile la ville séculaire de Mérida. Les 2 couples d'Anglais sont partis plus tôt que moi ce matin. Néanmoins, nous nous retrouvons sur l'antique pont romain. Cette cité renferme une multitude de vestiges romains de la Grande Hispanie. Le Musée national d'art romain de Mérida possède une très riche collection de la culture romaine. L'amphithéâtre a été le témoin de combats de fauves et de gladiateurs. À l'époque de sa splendeur, il pouvait accueillir 10 000 spectateurs. Aqueducto de los Milagros, ou encore le pont des miracles, est un aqueduc romain. Il avait été construit pour alimenter la colonie des Mérida Augusta, future ville de Mérida. Il est à présent tombé en désuétude. Il est surmonté par une multitude de nids de cigognes, ce qui n'est pas sans conséquence, car chaque nid pèse plus qu'une demi-tonne. Je ne resterai pas trop longtemps dans cette antique ville, car un long parcours m'attend encore. Je reprends donc ma route. Elle me conduit vers le site du lac de Badajoz. Les Romains ont créé cet espace d'eau au nord de la ville. Le lieu y est très agréable. Il est agrémenté de sentiers de promenade. Il semblerait que l'été, il soit abondamment fréquenté. Le parc naturel régional de Cornalvo est un très bel endroit. Il reste particulièrement sauvage et abrite une multitude d'espèces d'oiseaux et une flore exceptionnelle.
J'ai marché toute la matinée seul. Mis à part quelques vaches ou un troupeau de moutons, je n'ai pas rencontré âme qui vive. Les animaux sont en liberté. Veuillez refermer la porte, s'il vous plaît. La municipalité d'Alcuéscar est réputée pour son église de Santa Lucia del Trampal. Cette église m'a vraiment interloqué. Chaque aspérité est fréquentée par les cigognes. Il est dit qu'à l'origine, ce fut un temple wisigoth qui fut construit vers le 7e siècle. Nous sommes à présent 3 à nous retrouver chaque fois que notre marche du jour se termine. Notre retraite de cette nuit se situe dans le couvent des Sœurs de la Miséricorde. Le soleil naissant du matin qui se réfléchit dans les nuages dessine de longs fantômes sur le sol démesuré de la plaine. J'aborde le village de Casa de Don Antonio en traversant le petit pont datant de l'époque romaine. Une petite pause est parfois nécessaire. Petit arrêt à Aldea del Cano. À un endroit isolé s'étend une large plaine, dépourvue de toute végétation. C'est assez étonnant. Pourtant, le chemin nous permet de traverser ce qui semble un terrain d'aviation. Mais tout paraît abandonné et vétuste. Ce village fut fondé de toutes pièces en 1963. Ils ont dû mettre en place tous les éléments nécessaires pour constituer une cité agréable, comprenant un collège, des maisons pour environ 250 personnes, créer des commerces, aménager la mairie. Cette haute tour surmontée d'une croix est l'église Saint-Paul. Pendant que les voitures défilent à grande allure sur l'autopista, mes pas m'entraînent vers un terroir imperturbable. Dans le ciel, je suis charmé par le vol majestueux des cigognes. La vieille ville de Cáceres se trouve sur le sommet d'une éminence. Il me faudra donc faire un effort pour la visiter. Je prête attention aux paroles d'un guide qui parle français. Pendant la guerre d'indépendance, une jeune fille obtient des conseils de sa grand-mère. Elle lui recommande de filer au plus vite dans l'église si elle entend au loin le bruit d'un avion. En effet, peu de temps après, la ville fut bombardée. La fille se réfugia dans l'église. Un grand nombre d'immeubles subiront beaucoup de détérioration. Les pertes en vie humaine sont importantes. Mais dans ce fratras de décombres, la petite fille sort indemne de la maison religieuse. Le guide ajoute alors en conclusion: la petite fille en question était ma maman. Je quitte cette ville médiévale enchanté par ma visite. Néanmoins, il est encore trop tôt pour arrêter ma progression aujourd'hui. Je continue donc mon parcours jusqu'à la prochaine bourgade.
L'Espagne aime les contrastes. À côté des constructions classiques se trouve cette étonnante gare des autobus, à l'aspect plus provoquant. C'est une longue lande qui se déploie là devant. Des petits arbustes poussent de façon désordonnée et les prairies sont assez arides. Une éolienne semblable à celle édifiée dans les prairies de mon enfance pompe de l'eau dans un réservoir sphérique. Tout est disparate. On croirait vagabonder au cœur d'un western. Un immense lac se présente à mes yeux. C'est le réservoir artificiel de José María Oriol, du nom de l'ingénieur qui a construit le barrage d'Alcántara, qui retient à cet endroit les eaux du Tage. Ici, c'est un viaduc totalement contemporain. Celui-ci est destiné à la nouvelle relation ferroviaire rapide qui permettra de relier Madrid à Salamanca en site propre. Ce n'est pas pour demain, l'arche centrale n'est pas encore achevée. Cette structure est un logement moderne, présenté aux touristes. Nous serons hébergés confortablement cette nuit. La retenue d'eau est énorme. On situe ce lac comme étant le deuxième plus grand réservoir artificiel en Europe. Je débute le périple de cette journée par une forte montée sur un sol inégal. Mais la vue est magnifique. Je m'arrête un instant en haut de la colline pour apprécier à sa juste valeur le paysage grandiose qui s'offre à ma vue. Tout est silence dans cette contrée. Pourtant, pendant un bref instant, la civilisation me rattrape. Je suis à quelques encablures de la gare de Navas de Navarro. Chaque jour, étant donné que notre garde-robe est réduite à sa plus simple expression, la lessive est obligatoire. Mais après l'effort, le réconfort. L'après-midi est déjà bien entamé lorsque je vais explorer les environs. Devant une petite église, je rencontre une jeune femme. Elle vient de Suisse et a choisi de faire le chemin à vélo. Il fait très bon ce matin. Quelques nuages bas ferment un peu l'horizon et le soleil traîne encore. J'emprunte une petite sente qui passe à travers champs. Un peu plus tard, sur ce chemin sans grand passage, je remarque une paire de baskets abandonnées. Je regarde la pointure.
C'est du 37, c'est bien trop petit pour moi. En plus, il manque les lacets. À partir de cet endroit, ce sera de la route pendant un bon bout de temps. Sur les bords de la chaussée, le vent emporte des flocons évanescents. Cela ressemble étrangement à de la poudreuse hivernale. Pourtant, il ne fait pas froid. Le soleil tape dur en ce moment. À l'approche de Galisteo, une multitude de panneaux solaires captent l'énergie que l'astre flamboyant libère dans cette atmosphère presque torride. À l'époque romaine, cette cité servait de relais pour les voyageurs. C'est une belle métropole fortifiée. L'étape d'aujourd'hui était assez longue et je suis bien content d'arriver. Le lendemain, nous repartons, Jacques et moi. Le terrain est plat, la nature est souriante. Il fait beau, comme d'habitude. Au sommet de Haut-Piquet, des endroits ont été aménagés en vue d'accueillir les nids des cigognes. Depuis quelques jours, Jacques m'accompagne la plupart du temps. Nous avons adapté notre marche et nous nous déplaçons régulièrement ensemble. Néanmoins, le troisième larron a démissionné. Robert était tombé lourdement et s'était blessé. Ce n'était pas trop grave, mais il souffrait trop pour continuer. Certains sommets sont encore recouverts de neige. Notre promenade se poursuit agréablement. Régulièrement, nous sommes escortés par le vol des cigognes. Nous émergeons dans la Ciudad Romana de Capara. Le site archéologique est stupéfiant. Pendant l'occupation romaine, la ville acquit une grande importance stratégique. C'était un point de passage dans les communications nord-sud. C'est cette voie romaine qui deviendra plus tard la Via de la Plata. Nous avons fait un pacte avec un établissement de Haria. Le village est situé à 6 km un peu à l'écart de notre chemin, mais ils se font plaisir de venir nous chercher à cet endroit pour nous emmener à l'hôtel en voiture. Aldenueva del Camino est une petite ville où nous pouvons nous substanter et réaliser quelques courses. Au centre de ce petit bourg, nous faisons un court passage au sein de l'administration communale pour apposer un cachet sur notre crédential. Il semblerait que ce soit un des plus beaux obtenus sur cette voie. Nous avions omis de réserver une place à l'auberge municipale. Bien mal nous en a pris. Impossible de trouver un logement. Il me semble que le jour où nous arrivons soit férié. Baños de Montemayor est très touristique et tout est réservé. La cité doit sa popularité grâce à ses eaux thermales et est l'une des localités les plus visitées d'Extrémadure.
Toutefois, après pas mal de recherches, nous rencontrons une jeune femme très sympathique. Celle-ci nous renseigne sur l'établissement El Solidario. C'est un peu en dehors de la ville, mais nous n'avons guère le choix. Cependant, nous ne le regretterons pas. La situation est agréable et le logement est très confortable. La Villa de la Plata suit l'antique voie romaine. Elle a fait l'objet d'un réaménagement en 1973. Le terrain devient un peu plus accidenté. Nous sommes entourés de montagnes et nous traversons des forêts de châtaigniers et d'autres espèces variées qui deviennent de plus en plus denses. Nous quittons l'Extremadura pour entrer en Castilla y León. Depuis mon entrée sur ce territoire, parmi ces paysages vallonnés, il n'est pas rare d'observer certains ouvrages d'art contemporain d'une hauteur remarquable qui franchissent les vallées. La Calzada de Béjar est un village des plus rustiques. À ce moment, ça fait plus de 15 jours que je suis parti. Il semblerait que j'ai déjà parcouru 440 km. Nous sommes à 800 mètres. Le vent est frais et très énergique. Bien que le soleil donne sa puissance maximum, la température est très supportable. À gauche ou à droite? La direction indique de se diriger vers la route descendante. C'est une chance. Un panneau indique « Défense de jeter des ordures ». Toute personne contrevenante se fera infliger une amende de 25 000 pesetas. C'est très étonnant, l'Espagne est bien à l'ère de l'euro actuellement. Nous nous trouvons au bout du village. Ce pavillon est le plus emblématique de la Villa de la Plata. Il s'agit de l'albergue parochial Santa Maria. Le père Blas, d'un tempérament édifiant, est le curé de la paroisse. Il offre l'hospitalité depuis plus de 20 ans. Parfois, nous rencontrons d'autres pèlerins. Marité et Vicente, qui viennent de Clermont-Ferrand, s'arrêtent pour une petite pause. Nous sommes dans la réserva de la biosphère de la Sierra de Béjar y Francia. Salamanca est à présent à 40 km. Après une longue plaine, nous devons aborder un massif plus abrupt situé à 1145 mètres. Entre les chênes et la verdure luxuriante est implanté un parc continu d'éoliennes. Ce n'est pas la grande technique moderne dans la réalisation de ces structures. Les bourrasques qui propulsent les ailes propagent un souffle infernal. Heureusement, l'endroit est désert, sinon la situation des riverains serait intenable. Étranges ces arbres, ils sont taillés de sorte que leur feuillage produise un maximum d'ombre à leur base, permettant ainsi de protéger du soleil une large surface.
À présent, nous n'avons plus de problème de logement. Je réserve nos places la veille. J'arrive devant El Centro de Turismo Rural. Je ne peux me tromper. Un indice figure sur le coin du bâtiment. Nous arrivons à Morille, dans le petit matin frileux. Devant une maisonnette, on remarque le Monumento à la Maestra, qui rend hommage à la maîtresse d'école. On l'a couverte d'un manteau, car les nuits sont encore fraîches. Dans le lointain, nous avons déjà un aperçu général sur Salamanca. Le terrain est plat et notre regard porte loin. Mais il nous reste encore plus de 7 km avant de découvrir la cité. Salamanca fait partie de la communauté autonome de Castille et Léon avec près de 150 000 habitants. Elle comporte un patrimoine architectural remarquable. Nous découvrirons les deux cathédrales, la vieille et la récente. C'est une somptueuse bâtisse inspirée de la cathédrale de Séville. Cette ville est aussi célèbre pour son université. La Plaza Mayor est un espace urbain construit comme une grande place castillane, qui, avec le temps, est devenu le centre de la vie sociale de la ville. C'est pour cette raison qu'elle est toujours très fréquentée. À partir de là, il est temps d'établir une date pour rentrer en Belgique. J'ai décidé de me rendre à la gare pour reprendre mon billet de retour, car il est plus facile d'obtenir une réservation quelques jours à l'avance. La station se trouve à l'autre extrémité de la cité et cela m'entraîne dans une plus vaste prospection de la ville. Ce jour, nous commettons une petite entorse dans le contrat du pèlerin. Nous avons décidé d'un commun accord de nous rendre à Zamora en bus. Zamora est très proche du Portugal en fait, à peine 50 km à vol d'oiseau. Elle est traversée par le fleuve Douro. La vieille ville conserve de nombreux édifices de style roman, ce qui lui a valu d'être classée site historique. Cette ville possède de nombreux remparts, palais et églises témoignant de son influence à l'époque médiévale. Sa cathédrale, construite au XIIe siècle, est connue pour sa coupole de style byzantin.
L'auberge se trouve dans une rue descendante proche de l'église de San Cipriano. C'est un logement réservé aux pèlerins. Nous quittons l'enceinte fortifiée de Samora par une porte encadrée par 2 tours de robustes pierres. Ces vestiges d'un autre temps protégeaient la cité contre les envahisseurs. Fréquemment, la cohésion d'une composition florale particulièrement ravissante m'émeut encore. Le décor est quasi féerique. L'auberge de Monta Marta est située un peu avant le village. Notre logement est une belle structure qui fut construite ou rénovée récemment. Le petit restaurant à l'entrée du village ne paye pas de mine. Et ma foi, la gastronomie n'est pas trop représentative. Mais nous nous en contentons. L'après-midi est ensoleillé et nous en profitons pour prendre un bain de soleil. Je longe la grande route et je passe devant l'ancienne prison de la Guardia Civile qui se trouve en profonde décrépitude. Après le pont, un lac entoure l'ermitage de la Vierge du Château. Un couvent fut érigé dès 1407 par Don Fernando de Valencia. En compagnie de 12 moines, ils fondèrent une communauté. Mais en 1534, le monastère fut transféré à Samora. Ainsi, au fil des années, il ne resta bientôt plus que des ruines autour d'une petite chapelle, régulièrement pillée. Ce n'est que ces dernières années que l'édifice, jouxtant avec le petit cimetière, retrouvera sa splendeur d'antan. Cette cité antique s'appelait autrefois Castrotoraf, située au bord de la rivière Esla. Il n'en subsiste que des ruines. Autrefois, un pont de 12 arches enjambait la rivière reliant la cité vers le Portugal. Il s'est écroulé au XIVe siècle et maintenant il est recouvert par les eaux du barrage. Ce site archéologique fut classé en 1939 mais continue à se dégrader au fil des années car on n'a jamais entrepris de le sauvegarder. C'est ici que se ceinte notre chemin. La plupart des pèlerins obliquent vers la gauche pour emprunter le Camino Sanabré, qui rejoint directement Santiago dans un périple d'environ 350 km. Notre choix s'est porté de continuer sur la Via de la Plata. Il ne nous reste que 100 km pour rejoindre Astorga sur le Camino français. Nos pas ne nous conduiront pas jusqu'à Compostelle cette année. L'agglomération de Benavente se situe sur une colline au centre d'une grande plaine. À l'extrémité du parc se trouve le Parador. Le bâtiment est unique et exceptionnel. Ancien château royal datant du XIIe siècle, il a été converti en hôtel de luxe. J'emprunte ensuite une rue pavée qui m'emmène vers la plaza de Santa Maria. Longeant les commerces de ces rues étroites à forte fréquentation, j'arrive immanquablement devant l'église Santa Maria del Hazogui. Je quitte la ville par les boulevards extérieurs et tombe immédiatement sur le fléchage qui me conduit dans la campagne. Le chemin est très agréable, le temps est ensoleillé. Je retrouve Jacques un peu plus tard. Nous évoluons à travers des massifs buissonneux ou autres broussailles flétries. Nous dépassons Villa Brazzaro. L'église, avec son clocher surmonté d'un nid de cigogne, marque le centre du village. Nous continuons sur une route en mauvais état. Cela n'a que peu d'importance pour nous puisque nous sommes à pied. Un peu avant Maïr de Castroponce, nous apercevons des habitations troglodytes. Notre marche nous conduit en province de Léon. Bientôt nous franchissons le Rio Orbigo sur l'antique pont romain. Alira del Infantado a eu son heure de gloire.
Il semble qu'au fil des années, le tourisme ait déserté cette région. C'est en traversant de grandes étendues cultivées que je me rends vers la prochaine agglomération. Le chemin est rectiligne quand brusquement, une étrange plaine de manœuvres m'oblige à faire un long détour. La rue de l'Horloge est l'une des principales rues de la Bagneza. C'est une rue piétonne où l'on peut trouver plusieurs cafés avec des terrasses. Bien sûr, la Plaza Mayor reste l'endroit le plus fréquenté de la ville. La mairie se trouve sur cette place, à côté de l'église Santa Maria. Dans les rues adjacentes qui conduisent en banlieue, les pignons des immeubles sont peints de fresques monumentales. Jacques et moi, nous nous sommes dit au revoir hier. Je pars seul pour Astorga, c'est le terminal de ma marche. L'agglomération quittée, je me retrouve une nouvelle fois dans les champs. Je visionne de temps en temps mon GPS qui me confirme l'itinéraire. Vers 10h30, j'aperçois la cité au loin. C'est surprenant, c'est la première fois que je l'aborde dans ce sens. Il n'est même pas midi et c'est déjà l'affluence des pèlerins venant du Camino Frances. L'ambiance est un peu chagrine, l'esprit pèlerin se perd, c'est un peu dommage. Si vous visitez cette ville, il y a deux choses qu'il faut absolument découvrir. La cathédrale et le palais de Gaudí, du nom de l'architecte espagnol qui garde encore aujourd'hui une grande popularité. Après avoir fait estampiller ma crédentiale du sceau de la ville et pris un copieux repas, je reprends le train. Destination, la Belgique.